Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Santé. Ce soir, 20h, 21h, nous touchons du doigt une thématique qui intéresse de nombreuses personnes, la douleur cancéreuse. Pour vous en parler ce soir, des professionnels de santé. Et sur le plateau ce soir, pour vous parler de cette thématique, la douleur cancéreuse, nous avons avec nous Madame Hermon Sylvana. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu de manière positive à notre invitation. Infirmière de longue expérience en oncologie, c'est bien ça? Tout à fait. On va en parler un petit peu plus amplement dans un court instant. Juste à côté, nous avons le docteur Brusseau-Julien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin de l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. C'est ça. À côté de vous, une collègue, Madame Adams, Betty Adams, psychologue clinicienne à l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Madame Adams, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va tout de suite, docteur, expliquer pourquoi il est important de parler de la douleur chez le patient atteint d'un cancer. Oui, tout à fait. Alors, au sein du CHU Guadeloupe, on a un comité de lutte contre la douleur. L'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge des patients en termes de douleur, mais c'est aussi de promouvoir l'information pour les usagers et les malades. Alors, ça se fait au moyen de communication, comme ce soir. Ça se fait aussi au moyen de rencontres avec les usagers. À ce titre, une rencontre aura lieu le 13 mars prochain, dans le hall de l'hôpital. Alors cette année, on a choisi de parler principalement de la douleur dans le cadre du cancer. Pourquoi? Déjà parce que c'est fréquent. On estime que 50% des patients qui ont un cancer actif souffriront de douleurs modérées à sévères. Et ça ne se limite pas à ça, ça concerne aussi 20 à 30% des patients en rémission. D'accord. C'est quelque chose de très important car c'est source de limitation et de handicap quand la douleur dure et devient chronique. Alors pour que nos téléspectateurs, docteurs, puissent bien comprendre, est-ce que vous pouvez leur expliquer quand vous dites en période de rémission, qu'ils puissent bien comprendre de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. C'est quand le cancer est considéré comme guéri. Voilà. Où une douleur peut persister malheureusement après. D'accord. Voilà. Je reviens sur le concept de douleur chronique d'ores et déjà, c'est important. La douleur, plus une douleur dure longtemps, plus elle risque de s'installer et de s'aggraver. Une douleur peut commencer à un endroit. Si elle dure longtemps, des contractures musculaires s'installent. Ces contractures vont limiter le patient dans ses activités. Un patient qui est inactif, il va moins bien dormir. On se dépense par l'activité. Ça entraîne de la fatigue. Et là, le cercle vicieux s'installe. Cette fatigue, cette douleur, cette maladie grave a un retentissement fatalement sur le moral. Ça peut entraîner de l'anxiété, des troubles dépressifs. Et au fin de la course, avoir des conséquences professionnelles, on ne peut plus faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Ça va avoir des conséquences sociales, on se replie, des conséquences familiales, on est plus nerveux que d'habitude. Voilà. Donc pour éviter ça, c'est important de prendre conscience que plus la douleur va être prise en charge tôt, plus le traitement sera efficace car les complications que je viens de citer ne seront pas encore installées. On va revenir tout à l'heure, docteur, sur les causes de ces différentes douleurs. Madame Adams, est-ce que... Alors, avant de parler de la douleur liée au cancer, je voudrais qu'on parle de la douleur en général. Est-ce qu'en général, la douleur, elle peut entraîner un désordre émotionnel? Bien sûr. Je vais parler d'abord de la douleur qui est somatique, mais de la souffrance psychologique. La douleur et la souffrance sont des composantes de la vie humaine. Elles sont universelles, elles sont personnelles, elles sont subjectives. Ce sont des expériences affectivo-émotionnelles, des expériences sensorielles, mais également subjectives, intersubjectives, intimes. Nous ne vivons pas la douleur de la même manière. Même si nous utilisons des échelles d'auto, d'hétéro-évaluation, c'est le
patient qui vit profondément sa douleur dans sa chair et dans son corps. Dans notre société d'aujourd'hui, la douleur, elle peut être niée, voire notre société antillaise peut prôner le Quimby-Raid. Sakeaï, tu dois rester debout. Quimby-Raid, voilà, sois fort, courage. Malheureusement, soit les patients vont vivre bruyamment leur douleur, vont la dissimuler, vont la vivre discrètement, par peur d'être jugés, par peur, par respect, par pudeur, ou parfois ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas compris, parce que la douleur, elle est subjective. Mais notre rôle en tant que professionnel de santé, c'est de prendre en charge la douleur précocement, voire prévenir la douleur pour qu'elle ne s'installe pas ou qu'elle n'apparaisse pas. Bon. C'est un droit fondamental. Et c'est lutter contre la douleur, c'est également une priorité de santé publique. Donc forcément, la douleur engendre un état émotionnel, y compris des croyances, des représentations. Et la douleur, inversement, va renforcer l'état émotionnel, engendrer des problèmes de comportement, par exemple des perturbations du sommeil, une insomnie totale ou une insomnie de première partie de la nuit ou de la deuxième partie de la nuit, des réveils qui sont fréquents, une perte d'appétit, un repli sur soi, comme il a dit Dr Brousseau, des troubles de l'humeur, de la tristesse, un état anxieux, un état dépressif ou un état anxio-dépressif. Madame Adams, qu'en est-il de la douleur liée au cancer? A-t-elle les mêmes impacts? Bien sûr. Alors, je vais vous lire une étude. Donc, c'est une réflexion qui a été menée en septembre 2014 sur les aspects psychologiques de la douleur mammaire chez les patients atteints de cancer. Et ce sont des psychiatres qui ont mené cette étude au sein d'une unité psycho-oncologie, département de soins, support de Gustave Roussy, à Villejuif. Alors, que dit l'étude? Donc, la prévalence d'épisodes dépressifs chez les patients douloureux varie entre 5 et 85% en fonction des études. Et 15 à 100% en moyenne, 65% des patients déprimés présentent des douleurs. Le risque de dépression paraît d'autant plus important que la douleur est intense, prolongée et multiple. Et ce chiffre est à rapprocher de la fréquence d'épisodes dépressifs chez les patients atteints de cancer. Donc, chez ces patients atteints de cancer, le risque de dépression est plus important en cas de douleur physique non contrôlée, donc 2 à 4 fois plus de risques. Donc, en cancérologie, il y a des liens importants entre la douleur et la peur de récidive du cancer. Donc, pour plusieurs raisons. Par exemple, des personnes qui ont des croyances limitantes qui vont interpréter de manière erronée les résultats d'examen, par exemple. Ou s'ils ont eu un proche qui a eu un cancer dans le passé. Donc, ces situations vont majorer effectivement un état dépressif ou un état anxieux. Voilà. Madame Hermont, Sylvana, je rappelle, pour ceux qui prennent en cours l'émission, vous êtes infirmière de longue expérience en oncologie. Est-ce que justement, tout ce dont on vient de parler, est-ce que vous confirmez que la douleur, de votre longue expérience, vous confirmez que la douleur est un symptôme fréquent dans la maladie cancéreuse? Oui, tout à fait. Que ce soit la douleur physique ou encore la douleur psychique, le mot cancer, en général, est un mot qui nous fait peur. Qu'on soit professionnel de santé ou on soit quelqu'un de lambda, très souvent, quand on entend le mot cancer, on met tout de suite en face la mort. On fait tout de suite référence à la mort. Et en général, je pense, de mon expérience, que la première douleur qui commence, c'est la douleur psychique. Avant d'avoir la douleur physique, mais on commence psychologiquement la douleur arrive. Et là aussi, c'est un peu le rôle de
de l'infirmière, puisque souvent, Ouais. les patients se confient à vous, Énormément, vous demandent de discuter avec eux. Ils arrivent à vous dire à vous des choses qu'ils ne disent pas forcément à la famille, aux proches. Et là aussi, ça demande un travail particulier. énormément. Énormément, parce que même parfois au médecin, hein, les patients voient le médecin, discutent avec le médecin, mais il y a des questions qui restent, qu'ils n'osent pas poser au médecin, qui viennent poser aux professionnels, à l'infirmière. Et ben, c'est à nous de faire le pas, de dire ben, il fallait poser la question au médecin, de faire revenir le médecin. Et même avec la famille, hein, il y a des choses que les malades ne disent pas à leur famille, mais ils viennent se confier aux soignants, à l'infirmière. Donc, voilà. C'est une grosse charge. Hein, Émotionnel, énorme, énorme, ouais. Docteur, qu'est-ce qui cause des douleurs dans les pathologies cancéreuses? Alors déjà, je rebondis sur ce qu'ont dit mes deux collègues, et c'est totalement vrai. La douleur, c'est une sensation, on a tous eu cette sensation douloureuse, là, la main rencontre une surface chaude, hop, on la retire parce qu'on a mal, donc c'est une sensation, mais c'est aussi une émotion. La douleur varie en fonction de nos sensations, nos émotions. Un plaisir peut estomper une douleur vive, même un instant, alors que des troubles anxieux ou en état de mélancolie va majorer la sensation ressentie. C'est vrai que le cancer, c'est quand même un sacré bouleversement dans une vie qui occasionne quand même beaucoup d'événements anxieux et potentiellement de tristesse. Donc ces deux paramètres sont vraiment à prendre en compte. Sur le plan vraiment de ce qui cause la douleur dans les pathologies cancéreuses, alors la réponse est un peu spécialisée, mais c'est important de l'expliquer parce que ça va définir comment on va traiter. Déjà, on a les douleurs qui sont qualifiées de nociceptives. Alors comment ça fonctionne? On a des récepteurs dans le corps entier. Ils sont partout. C'est une zone du corps qui ont plus de récepteurs, donc ils sont plus sensibles. Quand quelque chose va agresser l'organisme, ces récepteurs vont détecter la douleur et donc envoyer le signal exactement comme un fil électrique conduirait l'électricité par les nerfs jusqu'à la moelle épinière qui est située dans la colonne, vers le cerveau où le signal de douleur est enfin intégré et analysé. Voilà. C'est ça la douleur nociceptive. Alors qu'est-ce qui la cause? Ça peut être lié à la localisation de la tumeur, qui dans certains tissus plus sensibles va entraîner des douleurs. Je pense par exemple aux métastases osseuses, qui peuvent être très douloureuses. Ça peut être lié à la tumeur qui va être au contact et comprimer un organe ou un tissu. Ça peut être lié également aux soins, malheureusement, qui guérissent le patient, mais qui peuvent entraîner des douleurs. Je pense à la chirurgie, à la radiothérapie ou à certains gestes, les ponctions, voilà. Le deuxième type de douleur, c'est les douleurs neuropathiques. Ça, c'est un peu moins connu. Neuropathiques. Ouais. C'est des douleurs qui sont liées au fait que le système nerveux est abîmé. Alors, le système nerveux, je m'explique, ça peut être les nerfs qui sont en périphérie, la moelle épinière au niveau de la colonne vertébrale ou le cerveau. Quand ces structures sont abîmées, c'est comme si un circuit électrique était abîmé et ça envoie un mauvais signal. Ce signal, ça peut être un signal de douleur. Là, c'est assez caractéristique parce que le patient a décrit des sensations bizarres. Et il faut être attentif à ça. Ça peut être des sensations de brûlure, de fourmillement, de picotement, de décharge électrique. Des fois, même une sensation vraiment au toucher, une douleur vive au toucher, voire une anesthésie complète. On peut toucher, on peut piquer, aucune sensation. Ça peut orienter vers une origine neurologique, neuropathique. Qu'est-ce qui cause ça? Ça peut être un envahissement par la tumeur, des structures nerveuses. Ça peut être aussi certains traitements, notamment certaines chimiothérapies, peuvent entraîner ce type de symptômes. Pour conclure cette question, quelque chose de très important. La douleur dans un cancer, c'est pas forcément synonyme d'une évolution péjorative de la maladie ou c'est pas un critère de gravité. Ça, faut vraiment préciser ça. Il y a des cancers qui peuvent évoluer jusqu'à un stade très avancé sans aucune douleur, s'ils n'abîment pas une structure qui cause de la douleur. À l'inverse, certains cancers qui peuvent être considérés comme guéris, en rémission,
peuvent encore entraîner des douleurs, même s'ils sont guéris, parce qu'une structure a été abîmée. Voilà. Docteur, on va revenir tout à l'heure sur la question des causes, mais Sylvana, je voulais vous demander comment on repère un patient douloureux. Est-ce qu'il y a des outils pour repérer ce patient ou est-ce que ça se fait au feeling? Ben, un peu de tout. Hein. Il existe déjà des outils pour repérer la douleur. On utilise en général 3 outils. Hein. Il y a l'échelle numérique. Expliquez-nous. L'échelle numérique qui consiste de demander, de faire verbaliser le patient sa douleur, de lui demander est-ce qu'il a mal et de donner un chiffre qui se situe entre 0 et 10. 0, il n'y a pas de douleur. 10, la douleur est insupportable. Donc, en fonction, le patient nous dit 2, 3, en fonction de comment il sent sa douleur. Ensuite, il y a l'EVA, qu'on appelle l'échelle visuelle analogique, et qui consiste aussi à numéroter la douleur, à donner un chiffre, mais cette fois-ci, c'est avec une réglette. On utilise une réglette qu'on présente au patient et le patient déplace la réglette. D'accord. Le patient ne voit pas de chiffre. La partie numérotée se trouve du côté du soignant. Donc le patient déplace la réglette entre deux colonnes et qui s'arrête. Et nous, à ce moment, c'est le soignant qui voit le numéro, qui dit, bon, ben la douleur, il y a la réglette, c'est numéroté aussi, soit de 0 à 10 ou encore de 0 à 100. En général, on prend de 0 à 10. D'accord. Et ensuite, il y a la dernière qu'on utilise, c'est l'échelle verbale simple, hein, qui consiste à dire pas de douleur, douleur faible, douleur modérée, douleur intense. Donc, à ce moment-là, le patient verbalise aussi sa douleur. Donc, on lui dit comment il sent. Si la douleur est faible, si la douleur est intense, si la douleur est modérée. Donc, voilà. En gros, c'est les 3 échelles que moi, j'utilisais quand j'étais en oncologie. Ça vous arrivait, Sylvana, de sentir qu'un patient qui n'ose pas dire, sentir qu'il a mal et qu'il n'ose pas dire? Si. Hein, c'est là que ça se passe un peu au feeling, voilà. Comme on dit. Non, mais là, après, oui, un peu au feeling, on va dire ça, mais après, on ressent. On observe aussi le fait d'observer le patient. Quand on voit, en général, quand on voit le patient le premier jour, on fait l'interrogation, on pose des questions et pour essayer de connaître un peu le patient. Mais après, en général, en oncologie, c'est des patients on voit une première fois, c'est des patients qui revenaient à chaque fois. Donc, avec le temps, comme au feeling, donc on connaissait déjà le patient. Et puis, la posture, il y a plein de choses. Il y a la posture, il y a comme on dit chez nous, les grimaces, l'expression du visage. Oui. Le patient, il fonce les sourcils, donc les dents sont serrées. On lui pose une question, mais il prend du temps à répondre. Une question toute simple, hein. Il prend du temps. Donc, on sent qu'il ramasse de la force pour dépasser la douleur pour pouvoir répondre. Donc, là, on dit, ce patient a mal. Donc, voilà. À ce moment, parfois, il verbalise. Mais parfois, très souvent chez nous, hein, parce que il ne faut pas dire qu'on a mal, il ne faut pas souffrir. J'avais cette impression que parfois, rien que le fait de dire, d'admettre qu'on a mal, c'est un échec. On avait échoué, c'est un combat. On mène un combat. Oui, le cancer, c'est un combat. On mène un combat, mais le fait d'avoir mal, c'est qu'on a échoué quelque part. Donc, voilà. Madame Adams, quand la douleur dure, à quel moment on doit orienter le patient vers le psychologue ou le psychiatre? Alors, c'est le médecin qui oriente le patient, bien sûr avec son accord, dès les premières manifestations, dès les premiers symptômes. Donc, c'est important d'être soit dans la prévention ou prendre en charge la douleur. Et bien sûr, le retentissement émotionnel. Donc, nous allons recevoir la personne dans un contexte d'évaluation. Donc, la prise en charge va s'inscrire en pluridisciplinarité. Le patient verra d'abord l'infirmière qui fera l'évaluation paramédicale, l'évaluation à partir des échelles. Ensuite, l'infirmière fera la transmission, voilà, au médecin et à moi-même en tant que psychologue. Puis, moi, j'interviendrai pour l'évaluation.
Et ensuite, le médecin verra le patient pour l'examen final. Donc, en ce qui concerne l'évaluation, je vais prendre en compte, ou le psychologue qui travaille en oncologie ou à l'équipe mobile douleurs soins palliatifs va évaluer le parcours de vie. C'est-à-dire ça pourrait être ses relations avec sa famille, les événements de vie, les événements douloureux, marquants, traumatisants, ses croyances, ses représentations, également les ressources dont il dispose pour pouvoir affronter la difficulté, c'est-à-dire ces mécanismes d'adaptation, ces mécanismes d'ajustement, de coping, on pourrait dire. Et également, on va identifier les mécanismes de défense, parce que face à une difficulté, le patient, pour ne pas souffrir, va utiliser, par exemple, l'évitement, la fuite en avant, va rationaliser. Mais il y a d'autres mécanismes de défense qui peuvent être positifs, par exemple, comme la sublimation, pouvoir transformer une situation désagréable vers des buts plutôt valorisants. On va également identifier les cognitions, c'est-à-dire les processus mentaux, les croyances, ces représentations, également ces interprétations, et évaluer le comportement, évaluer les émotions. C'est-à-dire, on va identifier les perturbations, s'il a des perturbations du sommeil, s'il a une altération de l'appétit, par exemple, est-ce qu'il y a un repli sur soi, est-ce que c'est quelqu'un qui maintient une activité ou est-ce qu'il y a une réduction de son autonomie. On va évaluer tout ceci, puis on va évaluer avec une échelle, j'ai oublié de dire, le retentissement émotionnel. Donc, nous utilisons une échelle qui s'appelle Hamilton, qui va évaluer la dépression, l'état dépressif et l'état anxieux. Et ensuite, nous allons conclure sur les attentes du patient et sur ses projets. Donc, le projet du patient, les objectifs, je dirais, du patient, ce qu'il attend de nous, vont s'inscrire dans, je dirais, un contrat de soins beaucoup plus large au niveau institutionnel. Mais il est important d'avoir l'accord du patient. Alors justement, nous allons marquer une courte pause parce que nous sommes déjà au milieu de notre émission Santé 10. Juste après, je voudrais savoir comment ça se passe quand le patient refuse, puisque ça doit sûrement arriver, et vous allez nous expliquer comment ça se passe. Et puis, docteur, j'aimerais revenir avec vous sur comment parler de sa douleur. Je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve juste après. Merci à vous de suivre notre émission Santé 10 ce soir. La thématique, la douleur cancéreuse. Pour vous en parler, nous avons avec nous Sylvana Hermont, infirmière de longue expérience en oncologie. On a le docteur Julien Brusseau, médecin de l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Et juste à côté de vous, docteur, Madame Adams Betty, psychologue clinicienne de l'équipe mobile douleurs soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Juste avant notre petite pause, nous étions en train de parler du moment où on sent que le patient a besoin d'être dirigé du côté du psychologue ou du psychiatre. Et Madame Adams est celui qui refuse. Comment on fait ? C'est vrai que le patient peut adhérer, comme il peut refuser la prise en charge, mais nous allons utiliser des stratégies de soins. Nous allons identifier les raisons, les facteurs qui amènent au refus, premièrement. Deuxièmement, on pourrait lui proposer, par exemple, le patient qui refuse une psychothérapie pour plusieurs raisons. Ça pourrait être la peur de la folie, ça pourrait être pour d'autres raisons. On va lui proposer par exemple, une autre thérapie qui va lui convenir en fonction de sa personnalité, de sa sensibilité. Par exemple, des techniques psychocorporelles, la relaxation avec un autre professionnel ou les massages avec une infirmière. Et au décours de la prise en charge avec l'infirmière, le patient pourra évoquer un vécu, par exemple, douloureux du passé, de son histoire. Et chemin faisant, l'infirmière pourrait l'inviter à en parler au psychologue.
On pourrait également lui proposer une prise en charge qui pourrait être de groupe. Vous avez des patients qui s'expriment, il y en a d'autres qui ne verbalisent pas beaucoup. On pourrait, par exemple, lui proposer l'art-thérapie. Donc, l'art-thérapie, c'est un soin. L'art fait partie de la thérapie. Donc, l'art-thérapie a son histoire, a ses règles, son cadre référentiel. Le patient va pouvoir exprimer ses émotions à partir de médiums. Ça pourrait être la musique, ça pourrait être le dessin, la sculpture. On va apprendre au patient à communiquer différemment. Autrement. Docteur, comment parler de sa douleur? Ça, c'est important, effectivement. Alors, une précision, la douleur, c'est personnel. Seul le patient sait à quel point il souffre. On peut pas la mesurer. C'est pas comme une tension artérielle, une température. Donc à partir de ce moment-là, le patient est le seul détenteur de savoir à quel point il souffre. Il y a beaucoup de résistance pour tous les patients. On parlait du Guillain-Barré ici, mais je crois que c'est un peu partout ailleurs. C'est un patient, parler de la douleur, c'est vu comme une faiblesse. Ça peut être vu comme un manque de courage. Pour d'autres patients, parler de sa douleur, c'est déranger. On ne veut pas déranger les gens. Et pour d'autres, c'est normal de souffrir quand on a une maladie grave comme le cancer. Ces gens-là, ils souffrent en silence. Et souvent, au mieux, on perçoit la douleur quand elle est vraiment à un stade extrême. Voilà. Pour bien traiter la douleur, c'est indispensable de passer ces freins-là et que le patient puisse signaler quand il a mal, les facteurs qui font qu'il a encore plus mal et le retentissement sur la vie. S'exprimer seul, spontanément, c'est pas facile, ça c'est sûr. Donc, à ce moment-là, les proches ont peut-être un rôle à jouer. Les aidants, ils ont une grande place. Des fois, elle n'est pas facile. Un aidant, c'est pas un Superman, clairement. On ne demande pas des choses extraordinaires, ni d'être présent en permanence avec le malade. Il y a un risque d'épuisement. Beaucoup de patients sont soulagés par de petites attentions. Ils sont soutenus comme ça. Pour aborder la douleur, comme on disait précédemment, il y a des biais de communication. Certains patients font bonne figure en public, ils sont en silence dans leur douleur. D'autres patients expriment beaucoup leur douleur parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils ont besoin d'être entourés. Donc il faut savoir faire le tri là-dedans. Peut-être qu'une bonne façon de faire, c'est comme on disait, l'échelle numérique. Ça peut être un support qui permet de parler de la douleur avec le patient. Alors en pratique, comment ce serait possible de faire? Je vais vous montrer. Ce serait par exemple si je parle à un patient. Bon, là, je te sens pas très bien. Dis-moi entre 0, pas de douleur du tout. 10, ce serait une douleur la pire imaginable. Là, en ce moment, t'es à combien? Oui. Ok, là, t'es à 5. Oui, donc t'es pas très bien là. Et on peut continuer. Dans la journée, le pire, ça a été quoi? 7. Ah ouais. Et là, il se passait quoi? À 7, tu faisais quoi? Ça permet de savoir ce qui fait plus mal. Bon, est-ce qu'il y a des moments où tu as été mieux dans la journée? Dis-moi. 2. Ah, 2, c'était plutôt bien, ouais. Et il se passait quoi? Voilà. Donc là, ça permet de suivre l'évolution avec une échelle. Au passage, cette échelle, elle n'est pas toujours pratique. 0 à 10, ça parle pas à tout le monde. On peut prendre l'échelle verbale simple. 0, t'as pas de douleur. 1, elle est légère. 2, modérée. 3, elle est intense. 4, elle est très intense. Voilà. L'une ou l'autre, ça dépend. Donc, à partir de là, on peut entamer le dialogue sur ce qui fait mal, ce qui soulage. Ça permet peut-être de franchir certaines barrières, voilà, et que le patient puisse en parler, se sentir plus soutenu. Par contre, attention, je précise, un juste milieu. Il ne faut pas ne pas parler de la douleur ou en parler énormément. Voilà, faut trouver un équilibre entre les deux. Voilà, et ne pas négliger la fatigue de l'aidant. Ça, c'est quelque chose d'important. Des associations peuvent aider les aidants, notamment la Ligue contre le cancer. Il y a des structures pour les aider. Sylvana, selon vous, vous êtes infirmière, vous avez, durant de longues années,
suivi des patients atteints du cancer. Selon vous, qu'est-ce qui ferait que ces patients-là refusent certaines prises en charge? Vous le savez, vous avez discuté avec eux, vous étiez à leur écoute, certains vous ont fait des confidences. Dites-nous ce que vous aviez comme retour de certains patients qui refusaient certaines prises en charge. Ben, très souvent, c'est des croyances fausses que les patients ont qui font qu'ils refusent certaines prises en charge. Bon, là, on parle de la douleur. Il y en a qui te disent, parce que tout le monde, maintenant, dès qu'on est malade, on va sur Google. On éternue trop fort, on va sur Google et la vie de tout le monde. Donc, quand on entend parler de cancer, les patients, ils ont déjà fait leur recherche sur Google, ils arrivent, donc ils ont des idées bien arrêtées. Ils te disent, ouais, j'ai regardé la morphine. Si on te donne la morphine, c'est que tu vas mourir. Ça aide à mourir. Si on me donne la morphine, ça veut dire que il n'y a plus rien à faire après. Donc, ils ont peur. En fait, ils ont peur, oui, mais avec des idées fausses. La douleur, comme je leur disais souvent, il y a plusieurs étapes dans la douleur. Quand on a mal, on commence pas forcément par la morphine. C'est en fonction de l'échelle. Quand on a mesuré la douleur, en fonction de l'échelle de la douleur, il y a des paliers. Donc, il y a ça aussi parfois. Et parfois aussi, c'est juste pour rester fort. Pour rester fort, surtout les hommes. Non, on est un homme. Même on est antillais. On connaît dans l'éducation, les hommes ne doivent pas souffrir. Tu es un homme, tu ne dois pas avoir mal. Donc, il y en a qui sont, surtout c'est les personnes âgées qui arrivent comme ça, qui te disent que non, je suis un homme. Si j'ai mal, c'est que je suis plus un homme. Je ne dois pas avoir mal. Les hommes ne souffrent pas. Donc, c'est toutes ces idées qui font que parfois les patients ont du mal à exprimer, à dire qu'ils ont mal. Madame Adams, quels sont les objectifs de la prise en charge? Alors, en ce qui concerne la personne qui est atteinte d'un cancer, c'est la restauration de l'estime de soi, premièrement, et la thérapie, elle a pour objectif le soulagement, je dirais, de la douleur et l'apaisement de la souffrance. C'est permettre à la personne de redynamiser, je dirais, sa vie, premièrement, c'est de rendre autonome le patient. Et c'est de lui permettre de se réapproprier son corps, de l'apprivoiser autrement. Et surtout, c'est le mieux-être. Voilà. Oui, c'est peut-être même le plus important. Le mieux-être. Le mieux-être. Docteur, comment soulager la douleur avec les médicaments? Alors déjà, pour les douleurs nociceptives, on avait distingué douleurs nociceptives et neuropathiques. Donc pour ces douleurs nociceptives, il y a 3 paliers en fonction de l'intensité de la douleur, qui vont du paracétamol, le palier 1, non opiacé, aux dérivés opiacés, tramadol et codéine sont les principaux. Et en cas de douleur très intense ou d'échec des paliers précédents, on peut aller effectivement jusqu'à la morphine. Alors, ces médicaments existent sous forme libération immédiate, qui agissent rapidement pour traiter les accès douloureux, et sous forme de libération prolongée, qui agissent à plus long terme pour couvrir une douleur de fond. Un bon antalgique, c'est celui qui soulage le mieux avec le moins d'effets indésirables, et malheureusement, on n'est pas égaux par rapport aux effets indésirables. Il y a des patients qui en présentent plus que d'autres. Donc, ne pas hésiter à parler avec l'équipe, avec les médecins, des effets qu'on ressent, pour qu'ils puissent adapter la dose de l'antalgique, l'antalgique lui-même, et aussi la forme. Il y en a plein des formes. Il y a la gélule, les comprimés, les sirops, les patchs, l'intraveineux. Pour l'intraveineux, je tiens à revenir sur une technique qui est malheureusement assez peu utilisée en Guadeloupe, mais qui a tout son intérêt, c'est la PCA. C'est l'analgésie contrôlée par le patient. C'est un dispositif qui permet une délivrance intraveineuse des morphiniques pour les douleurs intenses. Elle a cette particularité d'avoir la possibilité d'une délivrance par le patient avec un bouton.
Juste un bouton, on appuie quand on a un accès de douleur et ça délivre un petit peu plus de morphine, une petite dose qu'on appelle un bolus. Voilà. Cette technique, elle est très très sécuritaire parce qu'il n'y a pas de possibilité de surdosage avec cette technique. Et puis, dans le contexte hospitalier qu'on connaît tous, où les infirmiers peuvent être surchargés par leur travail, c'est quand même beaucoup plus facile que le patient puisse contrôler lui-même ses délivrances que, comme c'est fait avec les seringues électriques, l'autre possibilité de délivrance de la morphine en IV, de quitter leur travail pour venir directement dans la chambre du patient donner le bolus. Là, c'est le patient qui gère lui-même son traitement. Voilà. À côté de ça, je souhaite reparler de la morphine aussi, qui est un traitement pour les douleurs intenses du cancer. Et je souhaite clarifier quelques idées reçues. La première, c'est que la morphine fait dormir toute la journée. Alors, c'est vrai et faux. Je m'explique, la morphine, elle peut entraîner une somnolence essentiellement dans les premiers temps, surtout quand la douleur a été insomniante, qu'elle a empêché le patient de dormir. Dans ce cas-là, le patient va rattraper sa dette de sommeil. Voilà. Par contre, bien sûr, si ça dure plusieurs jours, une semaine, ça c'est pas normal, c'est pas acceptable. Donc là, il faut changer le traitement. Au passage, la conduite automobile est autorisée si on prend de la morphine, sous réserve qu'il n'y ait pas de trouble de la vigilance. La morphine, c'est une drogue et ça rend dépendant. Vrai et faux. Évidemment, la morphine, c'est un dérivé de l'opium. C'est inscrit sur la liste des stupéfiants. Mais par contre, encadré par une prescription médicale qui va garantir d'utiliser le moins de doses et le moins longtemps, ça limite le risque de toxicomanie et donc de dépendance à quasiment zéro. Le sevrage pourra être fait de façon progressive par le médecin et sera définitif dans ce contexte-là. Si je prends de la morphine maintenant, plus rien ne marchera quand j'aurai encore plus mal. Ça, c'est faux. Il n'y a pas d'effet seuil dans la morphine. On peut en prendre une fois, arrêter. On peut en prendre une deuxième fois, ce sera toujours efficace et on peut augmenter la dose. Si la morphine est dépassée, ça peut arriver, c'est extrêmement rare, heureusement. Il y a d'autres techniques qui permettent d'être encore plus efficaces sur la douleur. Donc voilà. Les effets indésirables de la morphine sont encore plus difficiles à supporter que la douleur. C'est vrai et faux. Alors, l'effet le plus fréquent de la morphine, c'est la constipation. Ça, il faut vraiment y faire attention. Utiliser un régime alimentaire spécifique et puis avoir un traitement préventif. C'est indispensable. Deuxième effet secondaire fréquent, c'est les nausées. Alors les nausées, ça apparaît surtout au début du traitement ou quand on augmente la dose. Généralement, ça ne dure pas plus de 2 ou 3 jours. Donc on peut le prévenir par un traitement pour ces 2-3 jours. Si ça persiste plus de 3 jours, c'est pas normal, évidemment. Là, on change. Voilà. Au final, les effets secondaires qui sont les plus redoutés, qui sont les hallucinations, les troubles cognitifs, ce qu'on entend souvent, voire même le risque de décès, ça c'est rarissime. Ça se produit essentiellement en cas de surdosage de morphine, ce qui est une situation qui n'est pas normale. J'attire aussi l'attention sur les douleurs qui sont liées aux soins. Ça c'est quelque chose à part entière. Ça peut être lié soit au soin lui-même, une ponction est douloureuse, changer un pansement peut être très douloureux, mais aussi à l'état du patient qui ressentait des douleurs avant le soin. Par exemple, être allongé sur une table d'IRM pendant un temps long alors qu'on a des douleurs osseuses. Ça, c'est très dur. Ces douleurs doivent être anticipées. Avec un traitement préventif, antalgique, et j'insiste, en respectant la durée d'action du médicament. À savoir, pour les médicaments à libération immédiate, c'est au moins 3 quarts d'heure. Donc il faut prévoir. Le soignant est dans l'obligation légale de proposer ces mesures antalgiques et d'informer le patient sur le geste qui va être fait. Voilà. Ensuite, les douleurs neuropathiques, je serai un peu plus bref. Il y a 2 types de traitements qui peuvent aider. Les antiépileptiques, les antidépresseurs, qui sont utiles, mais qui sont difficiles à manier dans le sens où ils ont une action qui peut être retardée. Donc, ça peut durer quelques semaines avant d'agir. Voilà. Quelle place pour les techniques non médicamenteuses?
Ouais, une grande place, bien sûr. Les techniques non médicamenteuses, ça fait partie des soins de support. C'est très important pour gérer une douleur et pour faire qu'elle n'ait pas trop de retentissement sur la vie, hein. Elle ne se substitue pas aux médicaments, mais peut-être qu'elles permettent de diminuer la dose de médicaments reçus. Elles ne les remplacent pas. Elles ont un effet sur la qualité de vie, hein, comme le traitement de la douleur, sur le bien-être physique et psychologique. Alors, je vais parler des thérapies que je connais pour y avoir été formé. Les praticiens d'autres thérapies m'excuseront, je ne peux pas être exhaustif, il y en a tellement. C'est quelque chose d'énorme, hein, heureusement. Alors, les thérapies physiques, on peut citer les massages. C'est très simple. Un kinésithérapeute le fait, mais le kinésithérapeute peut apprendre aussi aux patients à s'automasser, voire même aux proches du patient des techniques pour soulager le patient. Les traitements locaux, les applications, contre-indiquées, attention, en cas de diminution de sensibilité de la peau. Alors, le chaud, le froid. Hein, on a tous une sensibilité particulière au chaud ou au froid, ça dépend. Ça peut être des bouillottes pour le chaud, des couvertures chauffantes, des bains chauds. Pour le froid, ça peut être des gels qu'on met au congélateur, ça peut être des petits pois congelés. Il y a aussi un dispositif de neurostimulation qui est réalisé par des électrodes qu'on pose sur la peau, qui délivre une stimulation qui diminue la douleur. C'est ce qu'on appelle le TENS. Ça peut être effectué lors des séances de kinésithérapie. Ça peut être aussi prescrit par certains médecins, notamment les centres de traitement de la douleur, auquel cas ce sera un petit dispositif que le patient pourra utiliser quand il le souhaite, même lors de ses activités. L'activité physique, très important. Un corps qui bouge, c'est un corps qui a un petit peu moins mal, et c'est surtout un individu qui est moins fatigué. Alors, augmentons nos activités physiques, la marche, le jardinage, etc., les bains de mer, mais aussi l'activité physique adaptée peut être dispensée par les professionnels, les kinés, certains kinés, et les éducateurs spécialisés, les associations ont aussi un grand rôle à jouer, la Ligue contre le cancer encore, bien sûr, et l'association Amazon, par exemple. Ensuite, il y a les thérapies de gestion émotionnelle. Alors attention, je précise, ça doit être pratiqué par des professionnels formés. Le risque de dérive sectaire et de charlatanisme a été signalé de nombreuses fois, donc soyez vigilants. L'objectif, c'est d'agir sur l'anxiété, le stress, et détourner l'attention de la douleur. Ça apporte une qualité de vie indéniable quand on le pratique régulièrement. Alors dans un premier temps, il y a la relaxation. Hein, c'est une séance de détente profonde qui apporte un calme, qui peut durer quelques temps après la séance. Ça doit donc être répété dans le temps. Ça peut se faire en séance par un professionnel. Ça peut aussi être au cours d'une séance de yoga, par exemple, de tai chi, d'art-thérapie, hein, comme on disait, musique, peinture, expression littéraire. L'hypnose, c'est quelque chose de très médiatisé, mais pourtant très simple. L'hypnose, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté, hein, sans le savoir. Ne serait-ce que quand on est absorbé par une tâche qu'on fait, on est dessus à tel point qu'on oublie tout ce qui se passe autour. Hein. On pourrait rentrer dans la pièce, nous parler. Non, je suis sur mon truc. Voilà. Et ben ça, c'est l'hypnose. Voilà. Un professionnel formé, il permet de reproduire cet état au besoin et progressivement d'apprendre au patient à le faire soi-même. C'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Très utile pour se détourner de la douleur quand elle est trop embêtante ou pour mieux gérer un soin. Voilà. Après, il y a la sophrologie, la cohérence cardiaque. Je finis sur quelque chose que je connais un petit peu moins, c'est les remèdes pays qui, de nombreux patients m'en ont parlé. C'est très intéressant. On a une belle pharmacopée ici, donc il faut en profiter. J'ajouterais juste un petit bémol, c'est que si on a un traitement actif pour le cancer, c'est important d'en parler à son oncologue, à son cancérologue. Oui. Parce que ces remèdes pays, les plantes, les huiles, ça a des principes actifs qui peuvent potentiellement interagir avec des chimiothérapies, des traitements. Voilà. Merci docteur, nous arrivons à la fin de notre émission. Pour finir, hein, Madame Adams, qu'aimeriez-vous dire aux proches des patients? Là, je ne suis plus avec les patients qui ont ces douleurs, hein, parce qu'ils sont atteints du cancer, mais je parle
des proches, parce que eux aussi, ils souffrent. C'est vrai, face à un patient douloureux, je conseille à la famille de ne pas rester isolée, de prendre contact avec un professionnel pour se faire accompagner. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir répondu positivement à notre invitation, Madame Adams. Madame Hermon, Sylvana, pour finir, alors l'infirmière ne prescrit pas de médicaments, mais a quelques astuces pour soulager quand même le patient quand il dit qu'il souffre. Déjà, le fait de verbaliser, l'écoute, ça compte pour beaucoup. Le fait d'écouter, le patient se sent écouté, et on prend le temps pour lui, déjà, et puis on travaille, même si on ne prescrit pas, mais on travaille sous prescription médicale. Donc, on applique les prescriptions qui nous sont données. Et puis, on ne travaille pas seul, on travaille en pluridisciplinarité. Donc, il y a la psychologue, on fait appel à d'autres personnes avec les soins de support, comme le docteur Rousseau vient de dire. Donc, nous sommes une équipe autour du patient. Donc, on met tout en place pour que le patient puisse être soulagé. Merci, Madame Hermon. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Docteur, pour finir, qu'aimeriez-vous dire aux patients qui n'osent pas parler de leur douleur ou qui n'osent plus parler de leur douleur? Alors, je leur dirais que la douleur ne doit pas être une fatalité. C'est important de la signaler parce que c'est une souffrance qui est un poids énorme, alors qu'il y a déjà un combat à mener face à une autre maladie, le cancer. Donc, ne pas hésiter à faire confiance aux professionnels. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. J'aimerais remercier le docteur Sonny Gène qui a beaucoup contribué à la préparation de cette émission. Merci à Yann, notre réalisateur ce soir. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 20h, 21h, et on se laisse avec cette Kakidoulé, c'est un mal qui sortit encore en l'esprit, en entrailles, sans bruit ni trompette. Il vient trouver, il cassisé, qu'a parlé, qu'a hélé, qu'a couru, qu'a levé mauvais, qu'a calmé, qu'a dormi, qu'a ri, qu'a parti, qu'a rouvine, qu'a fait vent pour acheter les foot ou qu'a prend fait à pas couillonnade. Mes amis, foot s'arrête. Ban moi en faveur. Dis-moi qu'a prend fait. Oh, c'est cool. Voilà, merci à Monsieur Michel Lemoine pour cette petite vidéo. On se donne rendez-vous, je le disais, jeudi prochain, 20h, 21h, pour une autre thématique. Je vous laisse en compagnie de toute l'équipe de Zone Rouge.